Bonjour à tous, donc dans cette vidéo on va voir comment fonctionnent les tableaux en JavaScript. Donc comme à chaque fois, première chose qu'on va faire c'est aller se créer une petite page web d'exemple. Donc en fait on va aller créer un premier fichier qui va simplement contenir un fichier HTML permettant de lancer notre script JavaScript. Et notre script JavaScript dont le nom va s'appeler tableau.js. Voilà, donc on va sauvegarder ça dans un fichier qu'on va appeler tableau.html. Voilà. Et on va se créer un deuxième fichier JavaScript qui va être celui où on va mettre notre code, qu'on va sauvegarder et qu'on va appeler tableau.js. Donc toujours, on va aller vérifier en se mettant un petit console.log. Bonjour. On va juste avec cette petite console.log, vérifier que notre script s'est bien chargé dans notre page. Donc on va prendre le fichier HTML, l'ouvrir avec Chrome, et vérifier au niveau de notre console qu'on a bien eu notre bonjour. Donc là, on a la garantie que notre page HTML s'est chargée et que le fichier JavaScript a été correctement ouvert. Donc maintenant, on va aller regarder un petit peu comment ça fonctionne un tableau. Donc la première chose qu'on va regarder, c'est comment le déclarer. Donc la déclaration d'un tableau se fait de la manière suivante. On va définir une variable tableau et on va donner son contenu. Donc ici, j'ai juste un fichier sur le petit côté pour éviter de recopier. Donc ça serait un tableau vide qui contiendrait aucun élément. Si on veut initialiser avec 3 valeurs, comme ici plif, plaf, plouf, on va simplement lui demander d'afficher ces 3 éléments. Une fois qu'on va faire ça, simplement pour aller comprendre un peu ce qui se passe, on va aller afficher son contenu dans notre console et on va afficher ici, alors on va dire simplement que c'est le tableau au moment 0. Donc on va relancer notre script et on voit ici que notre tableau 0 c'est plif, plaf, plouf. Alors je vous rappelle aussi qu'en mode interactif, on peut directement taper le nom d'une variable et il va nous le montrer sous la forme d'un tableau. D'accord. Alors ici on voit une coloration qui nous montre chacun des éléments de notre tableau. Donc ça nous permet de déclarer un tableau. Maintenant on va voir comment on est capable de le parcourir. Alors, première chose, il va falloir qu'on rédige une boucle, en fait, parce qu'on ne connaît pas a priori le nombre d'éléments dans le tableau. Donc ce qui va nous permettre de couvrir un nombre indéterminé d'éléments, ça va être une boucle. Alors, comment on va faire? En fait, on va faire parcourir un index qui va partir à 0, parce qu'en fait, chaque tableau ici a un index sur chacun de ces éléments. Le premier élément à l'index 0, le deuxième à l'index 1, le troisième à l'index 2, et ainsi de suite. Donc, notre index va partir ici. Notre index va s'arrêter avant la longueur du tableau, et le tableau a une propriété qui s'appelle length, pour longueur en anglais, qui nous spécifie quelle est sa longueur. Et finalement, on va augmenter de 1 l'index à chaque fois qu'on passe dans la boucle. Alors comment fonctionne une boucle for? Ce premier élément-là s'exécute une seule fois au début du for. Cet élément-là s'exécute à chaque fois qu'on va passer à travers le for. Et cet élément-là s'exécute à chaque fois qu'on a fini un passage dans la boucle for. Donc ça au début, et ensuite une suite de ceci, passer à travers le code, et ensuite aller faire ceci, puis encore ceci, passer à travers le code, etc. On verra plus en détail comment voir ça dans la vidéo sur le debug et l'utilisation du debugger de Chrome. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va en fait d'abord aller accéder au contenu. Donc le contenu de chaque cellule, donc en gros, on veut d'abord avoir plif, ensuite au deuxième tour de boucle avoir plaf, et ensuite avoir plouf. Le contenu, en fait, va s'exécuter avec cette notation ici. En ouvrant les crochets, on va donner l'index auquel on veut accéder. Donc par exemple, si je mettais 0, cet index-là va accéder à la première cellule du tableau. Mais ça sera toujours la première cellule du tableau. Mais là, dans notre boucle, on s'est arrangé pour que index augmente progressivement à chaque fois qu'on passe dans la boucle. Donc en fait, on va accéder au tableau de index. Et on va simplement aller faire un affichage derrière.
Alors ça, ici, on va faire un console.info, et on va dire le contenu à l'index index, ce qui va nous afficher la valeur courante, et le contenu. Alors ici, si je recharge en faisant ceci, on ne voit rien apparaître de nouveau. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai oublié de sauvegarder mon fichier. Donc on revient là et on recharge. Oups. Alors qu'est-ce qui se passe? Ici, j'ai mon bonjour. Mon tableau 0 a bien initialisé à plif, plaf, plouf. Et ici, j'ai 3 lignes qui se sont affichées. Alors c'est un peu curieux parce qu'ici, j'ai mis qu'un seul console.log. En fait, ce que ça veut dire, c'est que ce bloc de code-là, ces éléments-là qui sont entre cette accolade et cette accolade, ont été déclenchés 3 fois. Alors pourquoi 3 fois? Parce que index est initialisé à 0, ensuite il est monté à 1, ensuite il est monté à 2, et à un moment où il était monté à 3, index n'était plus inférieur à tableau.length, donc on est sorti de la boucle. Encore une fois, on reviendra sur les boucles dans une autre vidéo. Ce qu'on voit surtout ici, c'est qu'on est capable d'accéder à plif, plaf et plouf séquentiellement. Donc, c'est la boucle standard pour faire un parcours d'un tableau au complet. Maintenant, on va voir comment effectuer des modifications sur un tableau. Donc, pour faire une modification sur un tableau, c'est relativement simple. En fait, on va simplement dire quelle est la cellule qu'on veut changer. Par exemple, tableau de 0. Donc ça veut dire la première cellule, ça veut dire celle où pour l'instant il y a plif. Et on va mettre ce qu'on veut mettre dedans. Donc là, par exemple, on va mettre ouch. Suite à ça, on va simplement aller faire un affichage. Alors, on va dire que c'est pas le tableau 0, mais c'est le tableau 1, puisqu'on vient de le modifier. Donc on revient ici, on relance, et on se rend compte que plif, plaf, plouf est maintenant devenu ouch, plaf, plouf, c'est-à-dire qu'en fait l'élément à la cellule 0 a été modifié. Évidemment, si ici, au lieu de modifier la cellule 0, je modifiais la cellule 1, c'est la deuxième cellule, ici, donc plaf, qui va être modifiée, et on se retrouve avec plif, ouch, plouf. Voilà. Donc en fait, l'élément qu'on a mis s'insère à l'index qu'on a donné, soit 0, soit 1, soit 2. On va remettre 0. Voilà. Alors, ça c'est les manipulations de base, c'est-à-dire accéder au contenu d'une cellule, ou la modifier en écrivant tableau entre crochets et deux crochets, égale quelque chose qui va modifier la cellule. Alors, par-dessus ça, on a un certain nombre de méthodes intéressantes qui sont fournies pour les tableaux. Donc la première qu'on va regarder, c'est la concaténation. Donc en fait, on va pouvoir écrire tableau.concat. Et puis ici, on va mettre pluf en majuscule. Alors, on va aller regarder ce que ça fait sur tableau. Donc en fait, on va refaire un affichage de tableau. Normalement, on l'a encore modifié. Fait qu'on va pas faire un affichage de tableau 1, mais de tableau 2. Et on regarde ce qui se passe. En fait, tableau 1 et tableau 2 sont exactement pareils. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, concat, qui normalement rajoute un élément à la fin du tableau, ne modifie pas le tableau en tant que tel, mais il crée un nouveau tableau. Donc pour récupérer ce nouveau tableau, en fait, il va falloir faire un tableau égal. Ça, ce que ça veut dire, c'est que tableau.concat pluf va créer un nouveau tableau, et qu'on va le remettre dans le tableau, ce qui va écraser le tableau qui était là avant. Si on fait cette modification-là, on se rend compte que maintenant, tableau 2 est bien le nouveau tableau avec le pluf à la fin. Donc ça, c'est une première méthode. Alors on va en voir d'autres. Par exemple, une qui est intéressante, c'est la méthode reverse. Alors si on écrit un tableau reverse, ce que ça va faire, c'est, relativement logiquement, inverser les éléments de ce tableau. Donc on va se faire un affichage derrière pour voir la valeur. Hop, et on se rend compte que ouch, plaf, plouf, pluf est devenu pluf, plouf, platch, auf. Autrement dit, on a vraiment inversé chacun des éléments, on a retourné le tableau. Tac. Alors, on voit par contre que cette fois-ci, on n'a pas eu besoin de faire tableau égale tableau reverse. Tableau reverse va modifier le tableau lui-même, et n'en renvoie pas un nouveau, à la différence de concat. On va également voir ce que fait la méthode pop. Alors, la méthode pop, ici, ce qu'elle va faire, c'est supprimer en fait le dernier élément du tableau qui a été rajouté. Donc en fait, elle fait d'une certaine manière l'inverse de concat.
ce qu'elle a fait, c'est qu'en fait, le tableau qui valait plouf, plouf, plaf, ouch, il a supprimé le dernier élément, à savoir le ouch. Donc on voit en fait que concat, ce qu'il fait, c'est qu'il rajoute un élément à la fin, et que pop, il supprime le dernier élément. Donc d'une certaine manière, il défait ce qu'on avait vu au départ. Alors, pour mettre ça en œuvre dans des exemples un peu plus complexes, on va faire deux exemples. Alors le premier exemple, il consiste à prendre une liste de prénoms déjà existante, qui est dans un tableau, et ce qu'on va vouloir faire, c'est les trier par ordre alphabétique et supprimer celui qui est le dernier en ordre alphabétique. Donc, première chose qu'on va faire, on va avoir notre liste de prénoms, ici, dans un tableau, et on va vouloir y faire un affichage. Alors toujours, ne jamais écrire trop de code à chaque fois et réexécuter à chaque fois, parce qu'il pourrait y avoir des erreurs là-dedans. Je prends un exemple, ici, si jamais j'avais pas écrit reverse, mais reverse avec un sans le E, qu'est-ce qui se passe? J'ai une erreur d'exécution. On va me dire, ça n'est pas une fonction à la ligne 21, c'est-à-dire bien mon reverse. Vous observez aussi que toute la suite du code que j'avais écrit ne s'exécute pas. JavaScript s'arrête toujours à la première erreur. Donc c'est pour ça que ça ne vaut pas la peine d'écrire plein de code. Écrivez un petit peu de code, testez-le, et après on continue. Ok, donc ici, j'ai demandé l'affichage de ma liste de prénoms initiale. Donc j'ai Paul, George, Rino, John, Mick, Keith, Charlie et Ronnie. Maintenant, je voudrais supprimer le premier dans l'ordre alphabétique. Alors, le premier élément qu'on va avoir là-dedans, c'est qu'il y a une méthode qui s'appelle sort pour un tableau. Donc on peut demander à nom de faire un sort. Et on va réafficher le contenu de nom. Donc maintenant, ce qu'on voit, c'est que les noms sont par ordre alphabétique. Charlie, C, G, J, K, M, P, R et R, finalement. Donc maintenant, ils sont dans l'ordre alphabétique. Nous, on voudrait supprimer le premier. Alors, on a deux possibilités pour ça. Essayer de trouver une méthode qui supprime le premier, ou essayer de l'inverser. Pour l'instant, on a une méthode qui supprime le dernier. Donc on peut l'inverser, supprimer le dernier, et le réinverser. On aura donc supprimé le premier. Alors, bon, ça a l'air un peu compliqué tout ça. On va voir que c'est relativement simple. Il suffit de faire un non-reverse. Donc à ce stade, notre tableau est dans l'ordre inverse de l'ordre alphabétique. Non.pop. Ici, on va avoir supprimé le dernier élément, qui était le premier dans l'ordre alphabétique. Et si on veut récupérer un tableau dans le bon ordre, eh ben on va re-inverser. Et voilà. Donc on a bien supprimé le premier dans l'ordre alphabétique, qui était Charlie, mais on a récupéré notre liste dans l'ordre qu'on voulait. Donc ça, c'est un premier exemple qui montre comment, souvent en informatique, on va essayer de résoudre un problème en utilisant les méthodes qui nous sont données. Donc on ne savait pas supprimer le premier, on savait inverser, on savait supprimer le dernier. On a inversé, supprimé le dernier et réinversé, ce qui revenait à supprimer le premier. Donc ça, c'est un premier exemple. Mon deuxième exemple, ça va être un exemple où j'ai une liste de notes et je veux faire un tableau où je vais avoir les doubles. Donc ça va être mon tableau initial où j'ai finalement mes notes et je vais vouloir les doubler. Alors pour les doubler, je ne vais pas les doubler sur place, mais je vais créer un nouveau tableau que je vais appeler double et que je vais initialiser vide. Voilà. Et maintenant, pour être capable de passer à travers chaque note et de la doubler, je vais être obligé de faire un parcours. Donc il va falloir que je reprenne quelque chose qui ressemble à ma boucle de parcours. Simplement ici, qu'est-ce qui va changer? Le tableau que je parcours, c'est plus tableau, c'est original. Et donc le contenu que je vais aller récupérer ici, c'est bien le original de index. Donc ça me permet de récupérer dans le contenu ma note initiale à chaque fois. Donc je vais passer dans ce code-là à chaque élément de la boucle, à chaque fois que je vais passer ici. Maintenant, comment je vais faire pour créer dans double la bonne cellule? Je vais tout simplement dire double de index. Et double de index, il va créer les cellules pour qu'il y en ait suffisamment pour se rendre jusqu'à index. Et je vais mettre là-dedans contenu multiplié par 2. Alors évidemment, pour être capable de voir le total,
je vais simplement faire 2 log à la fin qui me permettent de voir le contenu d'original et le contenu de double. Donc on voit ici original qui valait 1, 2, 20, et on voit en dessous le contenu de double 2, 4, 40, 28, 24, 32 et 30. Alors on aurait pu aussi faire autrement, sachant que ici double était vide, on aurait pu demander à double de faire une concaténation. Je vais y arriver, pardon. Tac. Et de faire une concaténation de contenu x 2, ce qui est un petit peu différent, mais si on regarde, au final, ça nous donne exactement le même résultat. Donc voilà, alors, dernier élément. Évidemment, ici, on a envisagé une partie des différentes manières de fonctionner avec un tableau. Si vous voulez en savoir plus, et surtout connaître toutes les méthodes pour un tableau, le plus simple, c'est de demander à Google de vous trouver l'ensemble des méthodes sur JavaScript, et vous allez tomber sur la page de W3Schools, qui est le standard pour tout ce qui est en JavaScript, où vous allez retrouver tout ce dont on a parlé, la propriété length pour voir la longueur d'un tableau, concat et reverse, qui sont deux méthodes qu'on a vues, mais également d'autres méthodes qui vont vous permettre, par exemple, de décaler un tableau, de coller plusieurs éléments d'un tableau dans une chaîne, d'aller chercher la position d'un élément dans un tableau, etc.